Bienvenue pour cette première partie d'atelier de l'après-midi. On a eu le temps un petit peu de se restaurer, Jean-Emmanuel. On est prêt pour cet atelier dédié à l'IA et l'IA générative en santé. Merci encore, Jean-Emmanuel, d'avoir accepté de co-animer. Vous serez le grand expert également de toute l'après-midi et aussi de ce soir au niveau dîner de la e-santé. Ouais. Vous remerciez bien sûr tous les intervenants et puis également ceux qui participent. Vous êtes près de 800 inscrits à distance, donc ça montre que cette thématique est au cœur forcément des intérêts et de l'actualité de la santé numérique. Et puis également, vous êtes pas mal nombreux. Merci à ceux qui sont à Station F. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour déjeuner, donc merci d'être là. Et donc, on va commencer tout de suite cet atelier qui va durer à peu près 1 heure. Et ensuite, on a donc 15 minutes de questions-réponses. Ça nous tenait à cœur avec le professeur Bibaud de vous permettre de poser vos questions. Alors, vous savez qu'on a beaucoup de gens à distance, également ici à Station F. Donc, vous avez la plateforme qui vous permet en fait d'accéder et de poser vos questions que vous avez eues lors de l'inscription. Ça permettra de structurer vos questions et qu'on va pouvoir donc modérer avec Jean-Emmanuel. Donc, encore un grand merci. Alors, on sait, Jean-Emmanuel, que vous êtes un clinicien, vous êtes médecin cancérologue à Pompidou, donc à la PHP. Vous avez écrit aussi un magnifique livre, j'en ai parlé ce matin, sur 2041, Comment serons-nous soignés grâce à l'IA et sa modification dans le système de santé. Donc je vous propose qu'on fasse cet atelier en fait en 2 grandes parties. La première partie, c'est est-ce que l'IA, c'est vraiment la réalité? Et puis la deuxième, c'est l'avenir, le futur en fait, de l'usage de l'IA. Jean-Emmanuel, je vous laisse poser la première question. Eh bien, bienvenue donc dans cet atelier et on va commencer par le professeur Maucorboulch. Donc, vous êtes chef de pôle de santé publique au HCL à Lyon. Et donc, c'est à vous que revient la parole. Quelles sont les utilisations actuelles de l'IA dans les différents projets que vous menez ou les collaborations que vous faites à Lyon? Bonjour à tous et merci d'abord aux organisateurs de me permettre de m'exprimer dans ce contexte tout à fait passionnant. Avant effectivement peut-être de rentrer dans le dur du sujet, peut-être introduire un peu le propos et notamment en commençant par répondre que en fait l'intelligence artificielle dans son acception large est implantée dans les hôpitaux de longue date en fait. Et probablement que le rapport Villani en 2018, en posant la santé comme un domaine particulier finalement en termes d'impact, a mis en lumière et a catalysé finalement un mouvement de fond qui se fait au niveau des centres hospitalo-universitaires et dans le monde de la santé de façon générale. Alors, il est difficile de parler, et même impossible de parler d'intelligence artificielle sans parler de données, et si on veut poser le cadre, c'est effectivement exprimer que finalement tous les centres hospitalo-universitaires constituent des gisements de données qui sont colossaux, qui pour l'instant manquent un peu de structuration et sont en cours d'organisation sous forme d'entrepôts pour pouvoir croiser différents types de données, pour pouvoir croiser différents gisements à l'intérieur de l'hôpital, mais aussi avec l'extérieur de l'hôpital. Et à titre d'exemple, comme il se fait dans d'autres endroits en France, au niveau de Lyon et de l'interrégion, les 4 CHU ont été lauréats de l'appel à projet entrepôt de données de santé, permettant ainsi de faire converger des informations à l'échelle du territoire et pas juste au niveau d'un maillage territorial d'un CHU, mais bien à l'échelle de toute une région. Et la particularité de ce projet est qu'il se fait en collaboration avec Thales et DocaPost. Et donc, on entre là déjà dans cette dynamique multidisciplinaire qui fait du lien entre le monde de la santé, pour ce qu'il représente de potentiel, et le monde économique, pour tout ce qu'il peut apporter en complémentarité. Donc au-delà des finalités qu'on connaît bien des entrepôts de données de santé, que sont la recherche, la qualité et les parcours patients, qualité des soins, le pilotage, et je pourrais donc évoquer dans quelques instants quelques exemples très concrets. En fait, ce maillage et cette convergence en fait, de différents entrepôts va nous permettre
permettre d'aller vers des missions de santé publique. Et effectivement, Santé publique France est là en train d'organiser avec le Health Data Hub un très joli projet Orchidée qui vise justement à mettre en place finalement l'exploitation au travers de méthodologies et de technologies de l'information de ces données qui sont extrêmement riches. Alors ça veut dire qu'effectivement, toutes les techniques de l'information doivent accompagner finalement cette exploitation massive et intelligente des données pour qu'elles puissent servir la rareté des expertises, servir les parcours patients et les séjours qui sont de plus en plus courts, et donc il faut accompagner les patients en dehors de l'hôpital, et puis servir aussi finalement ce flux de données qui arrive directement de l'extérieur des hôpitaux, et même souvent directement des patients qui sont acteurs de leur santé, et qui finalement du coup imposent un traitement qui permette d'avoir de l'information rapide, intelligible, intelligente, créer de la connaissance, donc monitorer les patients, travailler sur des approches diagnostiques, pronostiques, également de thérapie personnalisées. Et toutes ces approches-là, effectivement, sont déjà au cœur des hôpitaux. Alors, si on veut prendre quelques exemples que l'on développe, entre autres, aux Hospices civils de Lyon, autour de ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing. Il y a déjà tout ce qui fait appel à la reconnaissance vocale. Et ça, c'est effectivement implanté de longue date dans les dictaphones et tous les outils qui sont utilisés par les professionnels de santé, mais également toute l'approche analyse de texte de compte-rendu, qui permet par exemple d'aller rechercher des taux de positivité d'examen en radiologie, et du coup d'aller vers le questionnement de la pertinence des examens, détecter également des pathologies dans les comptes rendus. Par exemple, un patient qui vient pour un scanner pulmonaire, thoracique, pour une indication cardiaque, et sur lequel on identifie des nodules pulmonaires, et donc pouvoir aller capter finalement que dans le compte-rendu, au-delà de l'objectif même de la visite, on a détecté une autre pathologie. Et puis, effectivement, comme la radiologie est une des success stories en matière d'intelligence artificielle, eh bien, dans ce qu'on appelle la computer vision, donc tout ce qui va être le traitement même de l'image, ça va être de pouvoir aller détecter les fractures, les pathologies, pouvoir reconstruire les images, alors à la fois pour gagner du temps avec derrière les notions de performance, pouvoir traiter en termes de passage d'examen, plus de patients dans une même matinée, par exemple, mais aussi avec une moindre irradiation, la capacité, en fait, d'exploiter mieux toutes les informations qui sont captées par les appareils. Il y a pour ce qu'on appelle segmenter, c'est-à-dire faire le contour d'un organe, et là, on voit qu'effectivement, il y aura la possibilité d'aller identifier sur l'image même aussi des anomalies et aller vers ce qu'on appelle l'incidentalome, ou comment est-ce qu'on découvre à l'occasion d'un examen une autre maladie. Pour ce qui est de l'IA générative, peut-être en quelques mots si j'ai un petit peu de temps, oui. C'est quand même quelque chose là qui est assez récent finalement pour le coup dans l'exploitation que l'on fait de nos données. Et si on revient sur le Natural Language Processing, en fait, on a tous en tête maintenant dans la société le chat GPT, et on pourrait imaginer, et c'est ce vers quoi on essaye de tendre, un chat GPT qui finalement dans nos entrepôts de données permettent de traduire quelque chose qui est de l'ordre d'un langage médical, qui est souvent jargonneux, en un texte, une explication qui permettrait de communiquer mieux et de façon plus intelligible avec le patient. On a aussi des sujets autour de résumés de dossiers, en particulier quand les patients ont des maladies chroniques, les dossiers sont lourds, eh bien pouvoir avoir effectivement ce genre de traitement intelligent qui nous permet de résumer les données. Et je pense que le professeur Bakri nous en parlera. Et ça fait partie aussi de collaboration avec Mistral AI, qui nous permet au passage de travailler sur aussi la souveraineté que l'on peut avoir en France sur ce genre d'approche et de technologie. Et puis peut-être de façon un tout petit peu plus à la limite de demain, créer des images à partir du texte avec un potentiel autour des maladies rares,
et savoir peut-être effectivement derrière générer des images. Donc derrière toute cette réalité qui est déjà installée dans les hôpitaux, il y a effectivement la volonté et la nécessité d'avoir de grandes bases de données. Donc ça, on les a, il faut qu'on les organise correctement, mais aussi la nécessité de travailler en collaboration avec le monde académique et avec l'écosystème industriel, pour pouvoir effectivement tracer toute la chaîne, partir d'un besoin et faire en sorte que l'IA réponde à un besoin. Parfait, merci beaucoup. Alors, vous avez mentionné dans vos projets notamment une collaboration avec le HDH, et ça tombe bien puisque ça me permet de faire la transition, puisque nous avons aussi la chance d'avoir le professeur Emile Bakri, qui est le directeur scientifique du HDH. Et donc, au niveau du HDH, concrètement, l'IA, qu'est-ce que ça donne ? Plusieurs choses. Première chose, on a évoqué là, la stratégie nationale de l'IA avec le rapport de Cédric Villani en 2018. Donc, le Health Data Hub a été créé dans cette mouvance-là. Il fait partie directement de la stratégie nationale de l'IA. Donc, on est vraiment partie prenante de cette aventure en accompagnant beaucoup de projets qui font intervenir de l'IA. Aujourd'hui, on accompagne, je crois, une centaine de projets. Il doit y en avoir au moins 60%, 70% qui font de l'IA. Alors, je pourrais vous parler de plein de choses différentes, mais effectivement, du coup, je vais parler peut-être de quelque chose qui est tout particulièrement actuel pour nous. Évidemment, donc, notre travail est centré sur la donnée. On a évoqué aussi l'appel à projets sur les entrepôts de données de santé, auquel le Hub participe et coordonne activement cet appel à projets. Mais là, je voudrais vous parler effectivement d'un projet qui n'est pas encore, on va dire, déployé, qui n'a pas encore commencé, puisqu'il répond à un appel à projet qui a été lancé par la BPI sur l'IA générative de façon générale. On a déposé on a un projet qui a été présélectionné, mais on attend les réponses. On va voir si on sera sélectionné. J'espère qu'on sera sélectionné, sinon on trouvera d'autres financements. Et on part du constat suivant. Pour rejoindre un petit peu ce que Delphine a dit d'une façon générale, les données c'est central sur l'IA, je pense que tout le monde est au courant de ça. Je crois qu'il y a un rapport de l'OCDE qui dit que l'usage secondaire de données de santé c'est un potentiel entre 5 et 10 milliards d'euros en France. Donc c'est vraiment des enjeux économiques extrêmement majeurs. Et quand on parle de données de santé, et on pense forcément aussi aux institutions de santé, donc aux entrepôts de données de santé, et aux mines d'or que sont ces entrepôts ou ces entrepôts en devenir. Et forcément, il y a un rôle particulier quand même que jouent les comptes rendus médicaux. C'est-à-dire toutes les données qui tournent autour du texte. Parce qu'en fait, le compte rendu médical, c'est un compte rendu médical d'imagerie, c'est un compte rendu médical d'une consultation de médecin. En fait, ça résume extrêmement bien le parcours patient. Et donc, attaquer ce compte rendu, c'est devenu un enjeu absolument majeur pour beaucoup, beaucoup d'applications. Alors, le problème qu'on a en France, c'est qu'on a pas mal de freins. On a pas mal de freins parce que, et on a à raison, parce qu'en fait, ce sont des données extrêmement sensibles. Parmi les données de santé, je pense que ça fait partie des données les plus sensibles. Et donc, on a des lois extrêmement rigoureuses sur leur utilisation. Mais du coup, en pratique, ça résulte à des vrais problèmes auxquels on est confronté. Enfin, toutes les institutions de santé sont confrontées à ça, qui est qu'il n'y a aucune base de données ouverte sur lesquelles on pourrait faire de l'apprentissage, de compte rendu. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, en tout cas, de type gros modèle avec beaucoup de paramètres qui seraient ouvertes et qui auraient vu de vrais comptes rendus médicaux, donc qui auraient été entraînés sur des vrais comptes rendus médicaux. Pourquoi ? Parce que comme il y a des millions ou des milliards de paramètres, il y a un risque que les paramètres retiennent, et on sait qu'a priori, ils retiennent des morceaux de compte rendu. Donc en fait, il n'y a rien d'ouvert de ce point de vue-là. Et même quand on est un gros acteur de type HCL ou encore plus gros de type AP-HP, on a une puissance de frappe qui permet de développer des choses en interne, mais en fait, il y a un problème de représentativité. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être assez représentatif pour être utilisé ailleurs ? Et de toute façon, il y a un problème de partage. Alors, je connais peut-être un peu moins bien les HCL, mais je peux vous dire que la PHP, ils ont fait un super algorithme de pseudonymisation, qui est une étape fondamentale quand on va utiliser le compte-rendu pour faire de l'entraînement d'IA, parce qu'en fait, la loi nous impose de commencer par déidentifier le compte-rendu, donc repérer les noms, adresses et ainsi de suite des personnes, les enlever. Donc la PHP a fait un superbe modèle, mais est incapable de le partager. Donc chaque hôpital, aujourd'hui, chaque CHU, chaque institution de santé refait son modèle, tant bien que mal. Donc c'est une perte, c'est une inefficience totale du système à l'échelle nationale. Et très clairement une perte de compétitivité à l'échelle internationale
parce que face à la Chine et aux États-Unis, où les règles sont beaucoup plus, où c'est beaucoup moins rigoureux, on est en retard. Et donc notre projet qu'on a monté dans le cadre de cet appel à projet essaye de... L'idée, c'est de donner des briques pour répondre à ça. C'est un appel à projet qui s'appelle Commun numérique en IA générative. Et donc l'idée, c'est de construire toute une palette de communs numériques en IA générative et dont tout le monde pourra s'emparer et sur lesquels on va construire. Et donc c'est un projet sur 2 ans, mais qui s'inscrit vraiment dans une dynamique pérenne. Alors, c'est quoi les livrables de ce projet? Il y en a essentiellement, il y en a beaucoup, mais il y en a essentiellement 4. Un LLM, alors je pense que tout le monde connaît LLM, on a parlé GPT, etc. C'est de ça dont on parle, un LLM génératif. Donc, alors on ne va pas réentraîner from scratch, il y a déjà, par exemple, Mistral, on a un partenariat avec Mistral et potentiellement d'autres. L'idée, par contre, c'est de prendre un LLM et d'en faire un LLM spécialisé médical français. Mais je pense que vous pouvez par rapport aux personnes qui sont dans la salle ou même à distance. Rappelez ce que c'est que le LLM. C'est un événement qui est couvert en fait par plein d'acteurs qui découvrent parfois la santé numérique. Alors, je m'excuse. En fait, tout le monde a entendu parler de ChatGPT, on est d'accord, qui est basé sur GPT. Et GPT, c'est un exemple de ce qu'on appelle LLM, c'est Large Language Model. C'est ces gros modèles de langage génératifs. En l'occurrence, il y a plusieurs types. Et GPT, c'est un LLM génératif, et qui sont à la base de beaucoup d'applications, de beaucoup d'algorithmes d'IA qui vont prendre en entrée du texte libre, donc par exemple des comptes rendus médicaux. Donc, aux États-Unis, Google a déjà fait MedPalm, qui est un LLM qui s'est spécialisé particulièrement dans le domaine médical, mais c'est anglophone. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose en France sur du français et médical, et de le faire. Alors, pas en utilisant des comptes rendus médicaux, parce que si on le fait en utilisant des comptes rendus médicaux, on ne peut pas l'ouvrir et on peut le donner à personne. Donc, l'idée, c'est de le faire à partir de ressources ouvertes, mais vraiment médicales, auxquelles on a accès, qui sont des ressources assez particulières, donc des grosses données, beaucoup de textes divers et variés qu'on a identifiés, et on va faire effectivement ce LLM qui pourra servir à tout le monde de base c'est le principe de ces LLM, c'est que ça sert de base pour de très très nombreuses applications. Donc ça, c'est le premier livrable. Deuxième livrable, je vous ai dit, il n'y a pas de données ouvertes sur des comptes rendus. On ne peut pas ouvrir des comptes rendus, c'est trop identifiant. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est un peu gonflé, peut-être vous allez dire, mais c'est vraiment quelque chose de bien raisonné. On va faire écrire des faux comptes rendus. On va faire écrire des faux comptes rendus à des internes. On est associé à 17 associations d'internes qui sont prêts à jouer le jeu. On va pas en écrire 1 million, je vous rassure. Là, il ne s'agit pas d'utiliser ça pour faire un LLM, donc ce n'est pas du gros apprentissage, mais plutôt pour faire les applications qui viennent après. On va faire écrire de l'ordre de 5000, 7000 comptes rendus fictifs, donc de façon extrêmement cadrée sur certaines pathologies. On ne va pas chercher à tout couvrir, mais d'endroits assez différents pour avoir aussi des styles assez différents et des comptes rendus qui ne soient pas du copier-coller de comptes rendus standard. Donc ça aussi, ça sera quelque chose qui va être ouvert à tout le monde, qui va permettre... Ça sera des bases qu'on va annoter pour plein d'applications. Et donc, ça va permettre à tout un chacun de s'approprier ces bases-là et de tester des algorithmes développés en interne, voire de faire du fine-tuning, donc améliorer ces algorithmes grâce à ces comptes rendus. On va faire en parallèle un algorithme, on y reviendra peut-être dans la deuxième partie, de data augmentation. Alors, je ne sais pas si vous savez ça, mais on parle beaucoup d'IA générative aujourd'hui. Une des grandes applications de l'IA générative, mais c'est un peu technique, c'est de générer des données pour l'IA. Donc c'est parce qu'on n'a pas assez de données en IA. Donc en fait, on donne des exemples de données. L'IA génère encore plus de données qui va être utilisée par des algorithmes d'IA. Donc en fait, ces 5000 CR vont devenir 10 000 ou 15 000 grâce au LLM justement qu'on aura entraîné. Troisième livrable, on va montrer que tout ça, c'est utilisable. Tout ça, c'est open source et c'est utilisable en open source. Donc l'idée, c'est de développer 7 cas d'usage à partir de ces comptes rendus fictifs qui sont annotés. Donc on va avoir un cas d'usage enfin de pseudonymisation qu'on va pouvoir déployer et donner à tous les gens qui veulent l'utiliser pour éventuellement ensuite l'améliorer en interne, mais il y aura une base commune. On va faire des algorithmes pour aider les personnels soignants pour qu'ils gagnent du temps, donc du codage DIM, donc ça c'est des choses assez techniques mais fondamentaux. À l'hôpital, tout le financement est basé sur le codage des pathologies des patients qui arrivent. Il y a des médecins qui c'est une spécialité à part entière, c'est très complexe. On analyse tous les comptes rendus et on fait un codage de pathologie. Et donc là, l'idée, c'est d'assister ce codage-là, assister le médecin dans la rédaction de la conclusion du compte rendu,
On a aussi un cas d'usage sur de la formation, donc fait générer des examens pour des facs de médecine de cas cliniques. Et bien sûr, des cas d'usage avec de vraies applications santé. On en a 2 en oncologie et 1 en infectiologie. Ça, c'est le 3e livrable. Et 4e livrable et dernier livrable, enfin dans les gros livrables. On a tout fait ça, on a fait tout ça en open source. Maintenant, il s'agit quand même de voir ce que ça donne en vrai sur des vrais comptes rendus. On a 18 partenaires, institutions, établissements de santé, dont les HCL, qui vont déployer une plateforme d'évaluation fédérée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un endroit centralisé où on va pouvoir envoyer un algorithme qui a été entraîné avec tout cet open source, tous ces livrables. Et cet algorithme va aller dans les 18 établissements de santé. Dans chacun des établissements de santé, il y aura peut-être 200, 300 comptes rendus, de vrais comptes rendus qui auront été annotés. Et ces algorithmes vont être testés en local sur les 18 établissements de santé et on va faire remonter les scores pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment une étape extrêmement importante. À quel point ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des degrés de performance qui sont suffisants ou pas, sur tous nos cas d'usage. Et ensuite, certains établissements de santé vont s'approprier certains de ces modèles-là, donc c'est le cas des HCL. Ils vont s'approprier ces modèles-là et vont dire à quel degré de performance, à quel point on arrive à améliorer la performance qu'on a grâce à de l'open source, si maintenant on fait de l'apprentissage un peu plus fort sur un plus grand nombre de comptes rendus chez nous. Donc on prend cette base et on la pousse au maximum, qu'est-ce qu'on a à gagner? Et s'il n'y a pas grand-chose à gagner, c'est un message qui est très important pour tous les établissements de santé en disant prenez ça sur étagère, vous ne ferez pas mieux, gardez ça. S'il y a quelque chose à gagner, on va publier exactement la procédure à suivre par chaque établissement de santé pour pouvoir fine-tuner, pour pouvoir améliorer ce modèle open source sur ses propres données et s'adapter à ses propres données. Voilà, donc l'idée c'est vraiment ça. Et ensuite, cette plateforme, évidemment, pourra être utilisée pour des challenges. Donc, le président de la République avait parlé normalement de grands challenges qui doivent être déployés en 2024. Donc, ça, c'est évidemment un outil extrêmement important pour ces grands challenges-là. Mais je pense que c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans une dynamique qu'on sent actuellement avec plein d'entreprises privées qui... Je ne veux pas dire qu'elles refont la roue à chaque fois, mais on manque de commun numérique, c'est une évidence en IA générative, on en manque de façon absolument cruelle, français. Et pour terminer, je dirais, on espère un impact a priori international important, à 2 niveaux. Un, attractivité évidemment des données françaises, plus on va améliorer, je peux vous dire que si on arrive à structurer... ce n'est pas notre projet qui va le faire, mais si un jour la France arrive à structurer dans tous ces établissements de santé tous les comptes rendus médicaux, tout le monde vient travailler en France et tous les essais cliniques, vous ne me contredirez pas, viendront se faire en France. Ça, c'est sûr, parce qu'on reconnaît, on sait où chercher les patients. Enfin, c'est des enjeux qui sont absolument énormes d'un point de vue économique. Donc, il y aura une attractivité des données françaises. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mine de rien, on va publier une feuille de route et des guidelines hyper précis sur comment tout déployer et comment la France aura débloqué tous ces verrous pour finalement arriver à tous ces livrables. Et ça, c'est quelque chose qu'on va donner à tous nos partenaires européens et qui pourrait être répliqué en Espagne, en Allemagne, etc. Au Health Data Hub, mon équipe est coordinatrice de la version pilote de l'espace européen de données santé. Donc, on les connaît tous, ils sont tous autour de la table, on discute avec eux régulièrement. Et donc, si on a quelque chose qui a été déployé en France et qui a été un succès, on saura le faire rayonner dans toute l'Europe. Et évidemment, dans la francophonie, en dehors de l'Europe aussi. Merci, professeur Bakri, pour ce premier point. Alors, en parlant de points, je voudrais juste préciser, donc, vous pouvez continuer donc, à partager en fait, vos questions et aussi vos propos donc, sur le hashtag e-santé qui avait été communiqué ce matin, également aussi pour l'atelier de cet après-midi. Et puis un autre point, professeur... Vous avez évoqué ce matin, enfin nous avons évoqué ce matin le partenariat entre Femmes de Santé et notre événement sur la parité. Je pense qu'on a des axes d'amélioration dans l'IA aujourd'hui. Je voulais le dire en introduction, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Et merci encore de votre présence. Alors vous avez évoqué aussi un élément important. Vous avez parlé de travailler avec l'ensemble des acteurs et c'était bien l'ambition en fait de cette table ronde, c'est de pouvoir réunir des acteurs bien sûr hospitaliers, de recherche, mais également aussi des startups et aussi des industriels
de la santé. Donc nous allons poursuivre avec vous, Reda Guilla. Vous êtes le président de Pfizer France. Et donc en tant qu'industriel de santé, et bien sûr aussi votre expérience internationale, vous allez nous en parler. On aimerait savoir comment aujourd'hui vous savez de l'IA, notamment dans la recherche de médicaments et de manière actuelle. Eh bien, alors bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde. Alors, j'ai écouté professeur Moncor et professeur Bakri. C'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui. On vit une période extraordinaire, vraiment extraordinaire dans les sciences de la vie, malgré les freins. Je suis d'accord avec vous sur les freins et les verrous. Par contre, c'est vraiment une période extraordinaire avec l'accélération non seulement de l'IA, mais c'est notamment dans la recherche de médicaments. Alors, au niveau, je vais me concentrer là sur la partie qui est recherche et développement. Au niveau de la recherche et du développement, qui est le cœur de notre métier, l'IA nous permet trois choses. Tout d'abord, d'accélérer le développement de nos médicaments. Deuxièmement, de générer de nouvelles molécules et de prédire le potentiel d'efficacité. D'ailleurs, il y a 10 jours, il y avait le Forum économique mondial de Davos et notre CEO Albert Bourla était présent à une table ronde comme celle-ci d'ailleurs sur l'IA avec Sam Altman qui est le père fondateur, comme vous le savez, de ChatGPT. Il y a eu cette discussion et d'ailleurs Albert il a eu une remarque très intéressante. Il a dit, vous savez quoi, aujourd'hui il y a deux révolutions. La première, c'est au niveau de la biologie médicale, notamment au niveau du génome. La deuxième, c'est au niveau des technologies comme l'IA, notamment l'IA générative. Et les deux ensemble créent ce qu'on appelle une renaissance, vraiment une renaissance dans les sciences de la vie. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, écoutez, dans beaucoup de sociétés, et chez nous-mêmes, chez Pfizer, ça fait 10 ans actuellement qu'on utilise l'IA dans tous les métiers. L'IA peut impacter tous les métiers. L'IA générative a été utilisée uniquement l'année passée au niveau du développement clinique. Je vais vous donner après quelques exemples. Alors, si je me concentre maintenant sur la partie qui est plus la recherche de médicaments. Comme vous le savez, la recherche, ces 3 phases sont nécessaires. Alors, dans la recherche et développement en général, vous avez 3 phases. La première, c'est la recherche fondamentale de molécules. La deuxième, c'est on teste la molécule au niveau clinique, c'est la recherche clinique. La troisième, c'est l'autorisation de mise sur le marché. C'est une fois que le médicament a été testé et qu'il prouve son efficacité et la tolérabilité, elle est mise accès aux patients. Alors, dans toutes ces étapes, on se rend compte qu'il y a, vous avez parlé, je crois, des données qui sont générées. C'est incroyable le nombre de données. Je parlais à un de nos scientifiques, un de nos chercheurs qui me disait, sur chaque étape, on peut générer l'équivalent de, il m'a parlé de pétaoctets, l'équivalent de 5 milliards de pages de données, si on capte tout. Et la beauté de l'intelligence artificielle, que ça peut vraiment analyser toutes ces données afin d'identifier vraiment la molécule qui pourrait vraiment être efficace et tolérable chez le patient. Alors, au niveau de la recherche clinique, vous savez, il existe aujourd'hui des bibliothèques avec plus d'1 milliard de molécules chimiques. Et c'est là où nos chercheurs essayent d'identifier, de faire ce qu'on appelle le criblage, le screening des molécules, afin d'identifier vraiment les molécules qui pourraient démontrer une activité. Pour vous donner un exemple très concret, un produit sur lequel, que peut-être vous connaissez, c'est en 2021, il y a eu un produit qui a été mis sur le marché, bien sûr pour les patients atteints du Covid. C'est un antiviral, le Paxlovid. Cet antiviral, la partie qui est plus découverte, ce qu'on appelle drug discovery, c'est la première partie de la recherche, la partie initiale de la recherche. On a réussi de réduire le temps du criblage qui était sur, je dirais, une dizaine de millions de molécules. De là, on passait d'habitude à l'identification de 3 millions de molécules en général. Et sur ces molécules, on essayait de les synthétiser et puis de tester pour voir laquelle fonctionnerait.
Grâce à l'intelligence artificielle, on a réussi de passer tout de suite à ce qu'on appelle la génération de molécules, c'est-à-dire synthétiser les molécules. Et au lieu de passer par les étapes 12 millions, 3 millions après les tester, on a généré tout de suite 600 molécules. Et c'est comme ça qu'on a réussi, sur cet antiviral, de réduire les temps en préclinique de 4 ans à 4 mois. C'est extraordinaire. Alors, ça c'est vraiment l'exemple phare qui démontre comment on peut accélérer, grâce à l'intelligence artificielle, accélérer la pratique plus en recherche. Très bien. Plus concrètement aussi, au niveau des essais cliniques, donc là on a parlé du préclinique et du drug discovery. Si on parle maintenant du recrutement de patients, par exemple, comment est-ce que Pfizer se sert de l'IA actuellement? Alors, la deuxième phase, qui est la clinique. Pour la clinique, vous savez, l'intelligence artificielle est un outil extraordinaire qui peut générer beaucoup d'avantages. L'intelligence artificielle pourrait, par exemple, améliorer le design des études cliniques. Elle pourrait identifier les bons profils de patients. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi l'accélération des études cliniques. Vous savez, aujourd'hui, 80% des études cliniques, malheureusement, le recrutement des patients dans ces essais, aujourd'hui, ne se termine pas dans les temps partis. Alors, ce qui se passe, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, on peut accélérer cela. Je vais vous donner un autre exemple, c'est aussi dans le domaine de la Covid, et c'est sûr, dans ce cas-là, pas l'antiviral, mais notre vaccin, le Comirnaty. Nous avons pu accélérer le développement du Comirnaty, en partie grâce à la mise en point de ce qu'on appelle les modèles prédictifs en temps réel de la prévalence de la Covid dans certaines régions autour du monde. Et c'est là, afin de cibler les bons centres au bon moment. Et en seulement 4 mois, nous avons pu étendre notre essai clinique sur le vaccin contre le Covid, le Comirnaty, à 46 000 participants à cette étude-là, dans 150 centres et 6 pays. Et ça, on l'a fait en 4 mois. D'habitude, ça prend des années. Alors ça, c'est vraiment un exemple très concret sur l'IA elle-même et l'accélération des études cliniques. D'autre part, si on parlait un peu, et ça c'est plus dans l'avenir, le futur, par rapport à l'IA, un exemple qui est très intéressant, qui a attiré mon attention, était plus par rapport à la synergie qui existe aujourd'hui entre tout ce qui est technologie portable et l'IA. Alors, ça peut permettre de mieux suivre les patients durant les essais cliniques, cette synergie entre les technologies portables et l'IA. Par exemple, vous savez, on est en train de tester dans notre centre qui s'appelle le Pfizer Innovation Research Laboratory, on est en train de tester dans une pathologie qui est malheureusement, qui s'appelle la dermatite atopique. Dans cette pathologie, vous avez des personnes atteintes de cette pathologie qui se grattent à cause des démangeaisons, qui se grattent durant leur sommeil. Et c'est très difficile pour eux de reporter la fréquence et la durée de ces grattages parce que ils dorment durant cette période. Alors nous, grâce à des capteurs avec les patients, on recueille toute cette information. C'est des informations très riches parce que ça, tout au long du sommeil, ça capte toutes ces informations et ça capte. On calcule les fréquences et la durée de ce qu'on appelle le grattage durant le sommeil. Et l'IA nous permet, d'autre part, de décrypter les données collectées pour générer de nouveaux critères d'évaluation clinique. Alors, ce qui est très intéressant pour les patients, ce qu'on appelle les biomarqueurs numériques. Et cela permet bien sûr de créer des dossiers qui sont très différenciés pour les patients, mais aussi des dossiers qui sont très fins pour les autorités de santé, qui donnent beaucoup d'informations là-dessus. Un autre exemple, et je vais terminer là trop rapidement, c'est
par rapport à la rédaction des rapports cliniques. Vous savez, un rapport clinique, pour une étude clinique, pour intégrer dans les dossiers de l'AMM ou des remboursements, c'est quasiment pour une étude, ça peut aller jusqu'à 100 jours pour ce qu'on appelle un medical writer. Bon, là, avec l'intelligence artificielle, on peut réduire de moitié, 48 jours. Eh ben, c'est une très belle transition vers notre autre intervenant. Jean-Emmanuel, je vous laisse... Absolument, et donc Alexandre Lebrun, donc vous êtes cofondateur et CEO de Nabla, qui est une start-up française qui a beaucoup fait parler d'elle récemment, puisque vous avez fait une levée de 22 millions d'euros récemment. Et donc vous travaillez avec l'IA pour notamment faciliter les comptes rendus médicaux. Et donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites ? Oui, absolument, merci. Donc Nabla, nous, on est sorti d'une petite équipe de Facebook AI Research il y a 4-5 ans. Donc plutôt d'un background AI ingénieur, et en se disant, en ayant l'idée folle de se dire on va essayer de faire la santé. Il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà. Donc on est parti comme ça. On aurait pu faire l'erreur que font beaucoup de startups, je pense, de vouloir directement faire un docteur IA, un robot qui fait docteur, en gros. Il y a des choses comme Babylone en Angleterre qui a brûlé $1 milliard en essayant de faire ça, sans réussir, et ils ont déposé récemment. Donc en fait, on n'avait pas cette naïveté. Moi, on avait fait des startups de chatbot précédemment, et je me souviens, on avait déployé en 2004 le tout premier, en 2005, chatbot pour la SNCF. On a travaillé 1 an dessus, on était très contents de nous. On s'est dit, c'est bon, on a résolu l'IA, c'est super intelligent. Et la directrice générale de la SNCF a testé, elle est arrivée, elle a tapé « Bonjour, mon nom est erroné sur la réservation ». Et l'autre bot a répondu « Bonjour, erroné sur la réservation ». Et là, on s'est dit, ah là, en fait, ça va être plus compliqué que ce qu'on pensait. Ça nous a rendus humbles, et plus on travaillait dessus, au bout de 10 ans, plus on était raisonnable sur les attentes. Donc tout ça pour dire que quand on a commencé Nabla, on savait que c'était une mauvaise idée de chercher à faire ça, de remplacer les médecins. Et on a passé beaucoup de temps dans les consultations, dans les hôpitaux, discuter avec des infirmiers, des médecins, etc. Et en fait, on a découvert avec effroi que vous, médecins, passez plus de la moitié de votre temps en général à faire de l'administratif, des comptes rendus, des déclarations, remplir des formulaires, etc., etc. Et que c'était fou qu'après 10, 12, 15 ans d'études, et sachant qu'on manque déjà de dizaines de milliers de personnels soignants, en fait, vous passez votre temps à faire ça. Et en plus, ça crée des burn-out, les gens quittent la profession, etc. Donc on s'est dit, commençons par nous atteler à ce problème de l'administratif, ce qui n'est pas le premier auquel on pense en tant qu'ingénieur, où on a vu Star Trek, le médecin automatique, etc., la prédiction, etc. On rêve de le faire un jour, mais commençons par faire des choses qui sont vraiment des points de douleur que vous avez aujourd'hui, donc l'administratif. Donc on s'est lancé là-dessus, avec un problème déjà de démarrage. On parlait des data tout à l'heure, c'est que c'est les data dont on a besoin pour automatiser ces tâches administratives. Elles n'existent pas, puisqu'on a besoin en fait d'écouter une consultation. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une application, Nabla, c'est un assistant médical. La médecin pose le téléphone dans la salle de consultation en arrivant. On écoute, on ne stocke pas, je le dis tout de suite pour Emmanuel, parce qu'il veut toujours toutes les datas. Mais on écoute la consultation et on génère à la fin, en moins de 20 secondes, le compte-rendu médical. On met à jour Orbis ou le logiciel métier utilisé. On va rédiger les lettres d'adressage pour les confrères, s'occuper de la transmission pour la Sécu, etc. Donc toute cette partie, elle est presque automatique. On le présente à la médecin qui va valider et on envoie. Donc on s'attache à on ne prend pas de décision médicale, pas de diagnostic. On s'occupe du reste. En gros, pour les médecins, ça leur fait gagner entre 1 et 2 heures par jour, pour ceux qui l'utilisent beaucoup. On a 20 000 utilisateurs dans le monde, principalement aux États-Unis, aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on a fait chez Nabla. Donc on parlait des large language models. On n'a pas attendu les LLM pour commencer à travailler là-dessus, mais ça a résolu, à partir de 2020, donc GPT-3, ça a quand même résolu des problèmes qu'on avait en termes de NLP, où certaines informations très peu structurées, très confuses dans une consultation, où le patient dit quelque chose, et 5 minutes plus tard, va dire le contraire. Ah non, en fait, c'était pas avant telle date, c'était ça, etc. Ça, les technos de NLP avant LLM, vraiment, on ne savait pas faire du tout. Et donc, on avait un niveau de précision qui était à 70-75%. Et en fait, les LLM nous ont fait passer ce seuil au-dessus duquel une médecin qui est fatiguée, qui n'a pas le temps, qui a déjà trop de logiciels, on lui dit il y en a un en plus, voilà. Ça fait passer ce seuil
où voilà, ça marche suffisamment pour qu'ils disent « Ok, je veux l'utiliser tous les jours et c'est un seuil critique qui est difficile à obtenir. Et on a vraiment dans la médecine ce problème d'œuf et de la poule au début, où il nous faut beaucoup de data pour faire quelque chose qui marche assez bien. Mais pour avoir ces data, il faut que les gens l'utilisent et on est dans un contexte médical où on ne peut pas, contrairement à d'autres industries, sortir des choses à moitié faites. Donc c'est très long, très coûteux. C'est difficile de garder les investisseurs, de garder la confiance des investisseurs en tant que start-up pendant cette phase, parce que la phase dont on a travaillé 3 ans sur le produit avant de le sortir en mars dernier, et ça a démarré très fort, mais on a dû quand même travailler 3 ans sans revenus, sans retour concret à montrer à nos investisseurs. Très bien, on parlera dans la deuxième partie, notamment sur les cas d'usage. On va continuer avec vous, Armand Le Danois. Vous êtes ingénieur recherche et développement donc, dans la BU interventionnelle en oncologie donc de J&J MedTech. Et donc, ce qui est passionnant avec la partie dispositif médical, c'est que vous êtes à la frontière entre 3 domaines, l'intelligence artificielle, la robotique, mais également aussi le dispositif médical. En quoi l'IA a changé en fait votre métier et même la façon en fait de développer vos dispositifs? Alors bonjour à tous. Écoutez, moi j'ai envie de reprendre les propos de M. Guillat. C'est vraiment un outil exceptionnel. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de faire des choses on ne pensait même pas, on pensait même pas que ça allait être possible avant. Donc, comme vous venez de le dire, moi je suis ingénieur et donc je vous propose d'avoir peut-être un regard un peu technique qui va permettre d'illustrer certains propos qui ont été énoncés précédemment et notamment professeur qui expliquait donc, ces notions de segmentation et de computer vision. Donc, dans le continuum périopératoire, on peut distinguer 3 phases. La phase préopératoire, la phase intraopératoire et la phase post-opératoire. Voilà. Donc, dans la phase préopératoire, un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle consiste à récupérer donc, des domaines d'imagerie médicale, ce qui correspond à l'image de gauche que vous voyez, à effectuer donc une segmentation, c'est-à-dire qu'on va venir reconnaître dans ces images quels sont les organes, les délimiter, d'éventuelles lésions pathologiques, et ensuite de reconstruire en 3 dimensions cet organe. Donc ça, c'est crucial quand on parle notamment de robotique, puisque pour accéder à ces lésions, il va falloir qu'on établisse un plan de navigation. Et donc ça peut être fait à l'aide de ces reconstructions 3D. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un partenariat avec une entreprise spécialisée dans la modélisation 3D à partir d'imagerie médicale qui s'appelle Visible Patient. Toujours en restant dans le préopératoire, c'est un point qui a été abordé par l'ensemble d'entre nous jusqu'à présent, c'est la question des données. Et professeur Bakri, vous parliez de créer des faux comptes rendus pour entraîner vos modèles. Eh bien, on peut faire la même chose avec des images. On peut créer entre guillemets, des fausses images qui vont venir compléter et densifier ces ensembles de données d'entraînement de manière à rendre les modèles plus robustes et bien sûr à les optimiser. Maintenant, pour la phase intraopératoire, alors voilà, là vous avez une vidéo, à gauche vous avez donc l'image qui est retransmise par la caméra d'un endoscope robotisé qui est développé par Johnson & Johnson MedTech. Et à droite, vous avez une reconstitution virtuelle qui est basée sur la phase préopératoire, donc la reconstruction 3D que vous avez vue. Et donc, à partir des 2 images que vous voyez, à droite et à gauche, on va pouvoir recréer une carte de profondeur. On va fusionner ces 2 cartes de profondeur et ça va permettre de pouvoir créer une pose à 6 degrés de liberté pour un endoscope robotisé. Enfin, pour la phase post-opératoire, donc la phase post-opératoire en général, c'est plutôt focalisé sur le suivi du patient après l'opération, mais dans le contexte des dispositifs médicaux, cette phase elle est également synonyme de collecte d'informations, en vue de comprendre vraiment ce qui s'est passé pendant les procédures, donc d'informations et de données. Donc ça, c'est normalement une vidéo. Ah, juste avant, si on pouvait remettre. Désolé. Bon, là, on peut voir, c'est lié aussi, on peut voir ici qu'en fonction, donc c'est computer vision, donc voilà, c'est là on a vraiment une identification et une reconnaissance en temps réel des différents outils qui sont utilisés et même de l'anatomie dans laquelle le robot peut naviguer. Et donc sur l'image, sur la vidéo d'avant, ah, super. Vous voyez en bas, c'est la totalité de la procédure qui a été enregistrée et on peut voir des couleurs différentes.
ces couleurs, elles correspondent aux outils qui ont été utilisés à des moments particuliers. Donc on peut avoir une bonne quantification de la diversité des outils et des actes qui ont été performés dans le contexte global de la procédure, mais aussi en haut à gauche, vous voyez le nom de ces outils qui est généré automatiquement. Donc on est capable non seulement de reconnaître l'anatomie en temps réel, mais aussi de reconnaître quels outils ont été utilisés et à quel moment, et ensuite de pouvoir quantifier la fréquence d'utilisation et de remonter très vite à des informations pertinentes lors d'études de cas complets. Très bien, merci Armand pour cette présentation. Vous l'avez évoqué, un aspect technique de l'IA, mais je pense que c'est important là, de montrer aussi l'usage dans votre pratique. On va continuer avec vous, Olivier Barretz. Vous êtes le directeur général adjoint de la Poste Santé Autonomie. On a eu l'intervention ce matin de Dominique Pont, qui a précisé que c'était une structure qui avait été créée en octobre 2023. Alors, vous êtes avec le groupe La Poste un acteur important dans le domaine de la santé et vous avez beaucoup d'ambition. Vous avez réuni en octobre dernier à Horizon 360 plusieurs acteurs et notamment lors de cette présentation, vous avez évoqué vos ambitions en termes d'IA générative. Donc voilà, on aimerait savoir quel est l'intérêt en fait pour les personnes que vous ciblez, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, les entreprises de santé, d'utiliser ce type de technologie. Merci Jérôme, merci à tous et bonjour à tous. Effectivement, la Poste Santé Autonomie a été créée en octobre dernier par l'impulsion de Dominique Pont et rassemble l'ensemble des activités santé du groupe La Poste, à la fois activités humaines et digitales, sous la direction de DocaPost. Et dans DocaPost, en fait, on retrouve Maincare, qui est un acteur majeur du numérique hospitalier. Et dans les échanges que l'on pouvait avoir avec nos clients hospitaliers, on s'est très vite rendu compte qu'avec l'émergence de ChatGPT, en l'occurrence, on commençait à avoir, et peut-être que la vidéo, on va attendre 2 secondes, on commençait à avoir des divergences d'usage de ChatGPT, comme on a pu connaître à une époque avec Gmail et l'échange de documents assez confidentiels sur les patients, via ces outils qui sont proposés principalement par les GAFAM, et des médecins qui nous expliquaient que parfois, ils mettaient à disposition des comptes rendus médicaux dans ChatGPT pour en avoir des synthèses médicales. Alors, quelle horreur est arrivée, effectivement, quand on a commencé à entendre ces éléments-là. Et dans l'explication qu'a évoquée ce matin Dominique sur la position que l'on a, il y a une valeur qui est forte au groupe La Poste, et donc à la Poste Santé Autonomie et DocaPost, c'est la souveraineté. Donc, on s'est très vite posé la question dans quelle mesure, en fait, on pouvait répondre à ces difficultés et ces enjeux. Et dans le groupe La Poste, et en particulier chez DocaPost, on a des sociétés qui sont spécialisées dans la data et dans l'IA, en particulier avec OpenValue et ProBias, qui rassemblent plus d'une centaine d'ingénieurs en analyse de la donnée et autour de l'IA. Et été dernier, on leur a demandé de voir dans quelle mesure ils pouvaient nous mettre à disposition un moteur d'IA génératif souverain. Alors, quand on parle de souverain, c'est effectivement la capacité de pouvoir maîtriser la totalité de la chaîne de la donnée, depuis la saisie, depuis le traitement, mais aussi jusqu'au stockage de la donnée. Et c'est ce qu'on a présenté en fait en automne dernier, et ce qui est en train d'être diffusé derrière vous. C'est-à-dire qu'on a mis en place une plateforme qui est hébergée sur NumSpot. Il y a Alliance ce matin, Isarni, qui présentait effectivement NumSpot, qui est un consortium dont DocaPost est acteur. Et après, on a travaillé avec des moteurs LLM qui sont open source pour être en mesure de pouvoir maîtriser en fait la totalité du code et du traitement de la donnée. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'on vient de voir passer, c'est qu'on a fait digérer en fait à ce moteur d'IA générative un dossier complet d'un patient qu'on a anonymisé, mais c'est un patient réel qui a suivi un parcours en cancéro. Dedans, on retrouve des comptes rendus d'hospitalisation, des comptes rendus. Si on peut le remettre comme ça va illustrer aussi votre propos. Je pense on retrouve des comptes rendus d'anatomopathologie, des comptes rendus de RCP, comptes rendus d'hospitalisation, de bio, etc. Donc c'est un parcours réel d'un patient. On lui a fait digérer effectivement l'ensemble de ces comptes rendus. On lui a tout simplement demandé de nous faire une synthèse du parcours du patient. Et les résultats étaient assez bluffants. Alors, je ne vous dis pas qu'on a dû travailler effectivement pour apprendre le moteur à bien traiter cette donnée. Je vais y venir juste après sur les travaux qu'on doit mener. Mais le résultat a été assez bluffant et validé par des médecins qui nous accompagnent sur ces travaux, qui permettent en quelques lignes en fait, de donner les grandes étapes du parcours du patient, et notamment ces grandes phases d'hospitalisation, ces grandes phases de crise, les traitements médicamenteux principaux qu'il a pu avoir. Et ça, ce sont les premiers résultats que l'on a pu avoir. Quand on a échangé avec les médecins qui nous accompagnent sur ces travaux, on leur a demandé mais quel temps vous passez à appréhender la compréhension de la maladie d'un patient qui vient en première consultation dans votre établissement. Ils nous ont dit que c'est à peu près une demi-heure de temps de travail à minima.
notamment sur le fait de lire, de chercher les informations dans les documents, et après, bien sûr, le temps de comprendre globalement l'état du patient et sa maladie. Donc, on voit de suite, et je rejoins ensuite ce que vous disiez, le gain que l'on peut avoir, même si on a une approche qui est différente, mais qui est, je pense, complémentaire, en fait, pour faire bénéficier, en fait, de l'IA générative à la communauté médicale. Il y a un point qui est important, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est l'élément de preuve qu'on peut apporter au résultat qui est donné par l'IA générative. La crainte qu'on peut avoir, nous tous, mais aussi les médecins, c'est l'erreur qui peut être portée par le moteur. Les moteurs n'auront jamais 100% raison, les moteurs d'IA générative n'auront jamais 100% raison, au même titre que l'intelligence humaine n'a jamais 100% raison également. Donc il faut avoir ça en tête. Ça veut dire que dans tous les traitements que l'on porte et les informations que l'on donne, systématiquement, on donne les références de preuve. Dans le compte-rendu de synthèse que l'on présente, en fait, systématiquement, on fait un lien vers la donnée source qui a permis de donner cette information, ce qui permet quelque part aussi de rassurer le médecin par rapport au compte-rendu ou à l'information qui lui est donnée. Donc ça, c'est le résultat que l'on a eu. Le credo qui nous tient à cœur, c'est effectivement de travailler tout le temps dans un cadre souverain. Donc on travaillera toujours sur des environnements qui sont français, voire européens, avec des moteurs, des LLM qui sont français. Et le travail aujourd'hui est pour nous de passer plutôt dans une échelle industrielle. Et on est confronté quelque part à ce que disait très bien le professeur Bakri tout à l'heure, c'est l'élément d'apprentissage et de preuve et le volume de données qui va faire que quelque part on pourra valider rapidement ce modèle. Très bien, merci Olivier pour ce point. Jean-Emmanuel, je pense qu'on avait dit qu'on prendrait peut-être quelques questions, également pour rattraper le temps. C'est qu'on a été un petit peu obligé de décaler avec les problèmes de transport ce matin de 15 minutes et bon, forcément ça s'est répercuté pour cet après-midi. Je ne sais pas si on a les premières questions qui s'affichent pour nous en bas. Normalement, elles doivent s'afficher. Si ce n'est pas le cas, on va continuer sur la deuxième partie. Bon, écoutez, ça y est. Alors, Jean-Emmanuel, je te laisse poser la... Alors, on a une question qui a été un tout petit peu effleurée tout à l'heure. Existe-t-il des recherches en IA en matière de pré-diagnostic? C'est-à-dire qu'on se rapproche un peu de la médecine, on va dire, préventive ou prédictive. Est-ce qu'il y a des projets sur ces thématiques? Oui, alors effectivement, les questions de recherche visent de façon générale, en médecine, je crois, à passer d'une médecine qui est curative, donc effectivement toutes ces approches diagnostiques, pronostiques, thérapeutiques que j'ai évoquées tout à l'heure, à une médecine qui est davantage préventive. Et en fait, le champ est extrêmement large. Donc moi, j'aurais même du mal à expliquer de façon extrêmement précise en termes mais peut-être que reprendre l'exemple que j'utilisais tout à l'heure autour de ce que j'ai nommé l'incidentalome, comment incidemment, finalement, à l'occasion d'un examen médical, on découvre une autre pathologie, à un stade préclinique ou à un stade où, effectivement, on va pouvoir travailler finalement de façon moins délabrante et une prise en charge plus légère. Donc ça, c'est typiquement une illustration de ce que, je pense, on pourrait caractérisé comme prédiagnostic. Très bien. On aura peut-être, Jean-Emmanuel, à une IA d'optimiser notre temps de parole sur la table ronde, puisque après cette première question, on va être obligé de continuer sur la deuxième partie. Donc déjà, merci. Pour cette première temps d'échange. Je vous propose donc commencer et de poursuivre avec la deuxième partie qui va nous projeter maintenant dans le futur des applications de l'IA générative. Donc on va reprendre avec vous, professeur Mokoul-Bouch, donc avec un projet, parce que je sais que vous êtes très impliqué dans des projets collaboratifs qui doit permettre de dessiner ce qu'on appelle les futurs usages de l'IA, et notamment avec le pôle que vous avez créé. Avec plusieurs partenaires, je crois qu'il y a l'INRIA, l'université également qui est présent. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de ces projets collaboratifs? Alors effectivement, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, l'importance déjà de la multidisciplinarité. Quand on parle de données et d'IA, c'est fondamental en fait. Et effectivement, au sein des Hospices civils de Lyon, on a mis en place une commission intelligence artificielle. Donc on a nommé CIA pour s'amuser un petit peu. Et donc l'objectif était de structurer la démarche parce qu'en fait c'est extrêmement foisonnant et donc de pouvoir faciliter le déploiement et l'émergence de l'IA dans l'institution.
Et puis aussi donner de la visibilité justement pour l'écosystème académique et industriel. Et finalement, quand on parle d'IA, on a des grands enjeux. Et donc, au-delà de cette commission institutionnelle, finalement, on a intégré une démarche qui se structure dans le cadre de Cluster IA. Donc peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de la première vague en 2018 qui a labellisé 4 grands clusters, Prairie à Paris, Miaille à Grenoble, à Nitis et sur Nice. Et donc en fait, il y a une deuxième vague là, qui se structure qui vise à créer des grands consortia de centres de prise en soins, d'universités, de grandes écoles et également d'industriels, et de pouvoir répondre comme ça à des grands défis. Et notamment sur Lyon, les grands défis que l'on a identifiés sont principalement le caractère frugal de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est tout sauf frugal. Et donc, on a un moment où, effectivement, les ressources sont limitées. Il faut qu'on réfléchisse à ces aspects-là. Donc, la frugalité, et ça a été évoqué tout à l'heure aussi, son inclusivité, parce qu'on sait que en fait, les intelligences artificielles apprennent par cœur, souvent, et donc ce qu'on leur donne, mais quand on va vouloir appliquer ça sur de nouveaux patients, si le patient n'a jamais été vu par l'IA, l'IA aura beaucoup de mal, voire se trompera. Et ça, c'est des vrais enjeux qu'on peut avoir. Au-delà de ça, en fait, si on veut vraiment impacter le monde et le quotidien, on a des enjeux déjà de pouvoir finalement intégrer tous les développements dans nos systèmes d'information, avec énormément d'interlocuteurs qui se présentent, qui développent des outils. Et donc là, on peut voir aussi l'intérêt de certaines plateformes type Incepto qui ressemblent à des App Store, qui nous permettent aussi peut-être effectivement d'avoir un accès plus facile aussi à l'offre et au marché finalement que représente tout le monde industriel. La difficulté qu'on a aussi en Europe, Emmanuel évoquait tout à l'heure certains freins, mais en fait le marquage CE est quelque chose qui peut être assez coûteux. Et puis tous les problèmes aussi de discordance qu'on peut avoir, ou même finalement de désapprentissage progressif. Donc au-delà de certaines applications futures qui ont déjà été évoqués tout à l'heure par Emmanuel Bacry, M. Lebrun, ou par les traitements un peu automatisés comme M. Guilla a évoqué aussi sur comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'IA pour comprendre davantage le corps humain, pouvoir comprendre davantage les mécanismes. On a des travaux là sur l'utilisation d'approches mathématiques qui permettent effectivement de jouer finalement avec la configuration des protéines et pour pouvoir du coup inférer des propriétés. Et derrière, on voit bien tous les développements que ça peut avoir quand on va vouloir les utiliser. Les aspects de génération. Et donc, au-delà de tout ça, en tant qu'universitaire, moi, je ne peux qu'évoquer aussi les aspects de formation. Donc, c'est l'IA dans la formation, mais comment est-ce qu'on forme aussi les professionnels et comment on les acculture pour ceux qui sont déjà finalement imprégnés et dans le milieu professionnel, mais comment est-ce qu'on forme les plus jeunes, et donc c'est tous les aspects de formation initiale, et on voit se développer sur Lyon, mais je suis persuadée partout ailleurs, des multi-diplomations. Donc on a des doubles diplômes, on en a un par exemple entre nos facultés de médecine et l'école centrale de Lyon par exemple, mais ça se développe dans différentes, avec l'ENS, dans différentes directions. Et surtout, comment est-ce qu'on va anticiper les nouveaux métiers? Comment est-ce que en fait, toutes ces transformations et la renaissance qui a été évoquée tout à l'heure va bouleverser nos organisations, va créer de nouveaux métiers, et comment on anticipe tout ça? Et c'est un des éléments que finalement l'appel à projet compétences et métiers d'avenir en santé numérique notamment cherche à adresser. C'est massifier la formation, anticiper certains bouleversements et pouvoir accompagner la création de nouveaux métiers. Et donc là, on a énormément de perspectives en la matière. Et qui est un besoin qui dépasse l'IA et l'IA générative, puisque cette formation au numérique en général, je crois que Ella Gariani en a parlé sur la cybersécurité, sur notamment les bons comportements aussi pour sécuriser au niveau de l'établissement, c'est un élément important. Et puis, vous avez raison de parler aussi de la dimension écologique
parce que je vois également François Gaudemet, qui est le président de J&J MedTech France, qui était présent avec nous à une intervention avec l'IHU Lyrique, à Bordeaux, où on a fait une intervention également sur l'intérêt notamment de ces innovations. Et on a eu plusieurs étudiants et chercheurs qui ont pris la parole en se disant que cette thématique autour de l'usage des ressources pour notamment faire fonctionner l'IA faisait bien sûr appel avait des impacts sur l'écologie. Et donc c'est un élément à prendre en compte. Donc c'est clair qu'il y a d'autres concepts. On a parlé aussi de One Health, peut-être dans la prochaine édition de ces grandes tendances. Donc ça montre toute la profondeur que ces enjeux, notamment de l'IA, couvrent à date d'aujourd'hui. Très bien. Professeur Bakri, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord le projet dont vous avez parlé tout à l'heure, à quel horizon il devrait théoriquement aboutir? Et puis quelle est un peu vos visions de l'usage futur de l'IA en santé? Attention, c'est enregistré, on aura... Il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais faire un tout petit préambule. On en a parlé beaucoup déjà et je pense que c'est central. Peut-être que j'ai un peu cassé la question au début, mais ensuite je vais me rattraper. La révolution de l'IA, on en parle en santé partout, et c'est ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Je pense qu'avant toute chose, c'est la révolution de la donnée. Et en fait, la révolution de la donnée, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On a des vrais problèmes de données, pas qu'en France, tous les pays ont des problèmes de données, et à l'échelle internationale, l'échelle européenne et l'échelle internationale, il y a des problèmes de données. Les problèmes de données, c'est quoi? C'est les problèmes, je ne sais pas, alors il y a les problèmes d'interopérabilité, qu'on n'en a pas parlé, c'est quand même un mot vraiment important, et pour l'IA, c'est un mot aussi très important. Interopérabilité, c'est quoi? Par exemple, première vague Covid, moi j'étais mandaté par Édouard Philippe pour faire une task force d'attaque contre le Covid. On sait que les données des SAMU, c'est hyper important à remonter pour effectivement suivre l'épidémie. Seul problème, c'est que première vague Covid, tous les SAMU codaient différemment Covid. Voilà. Et donc on ne peut rien faire. Donc ça, c'est de l'interopérabilité. On a parlé de maladies rares. Si maladies rares, on a besoin d'avoir des données de plusieurs pays, c'est évident. Si on doit s'assurer que chacun parle de la même maladie rare, exactement de la même maladie, sinon on ne peut pas travailler. Donc les problèmes d'interopérabilité, les problèmes de gouvernance. On a beau avoir le RGPD en France et en Europe, toutes les gouvernances sont différentes aujourd'hui dans les pays européens d'accès aux données de santé. Donc ça freine. Et en France, on a des problèmes de gouvernance qui ne sont pas simples non plus. Donc l'accès aux données, c'est quelque chose de très important. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une régulation qui est en train de se faire sur les données de santé à l'échelle européenne qui va, dans tous les cas, a priori, qui va bousculer les choses. On espère tous que c'est dans le bon sens. Mais ça devrait sortir avant les élections. On n'a pas parlé de l'AI Act quand même, je pense qu'il faut quand même mentionner aussi, je pense que vous avez vu dans la presse toutes les discussions, tous les revirements, enfin voilà, ça a défrayé la chronique pas mal, avec des enjeux qui sont énormes, notamment sur l'IA générative, des enjeux de transparence, de représentativité, d'évaluation, parce qu'évidemment, l'IA générative, c'est fabuleux, ça a l'air super, ça fait plein de choses, mais à un moment donné, quand on veut le déployer, il faut s'assurer que ça fait vraiment bien les choses. Et ça, c'est pas simple. Et ça, c'est des choses qui sont compliquées. Juste une petite chose, on a parlé, je ne sais plus qui, d'erreur d'un LLM qui sortait une erreur. Je voudrais juste rectifier, puisqu'on est un large public. Une erreur, quand un LLM ne vous dit pas quelque chose de vrai, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur de modèle. Un LLM, on ne lui a jamais appris à dire la vérité. Un LLM, on lui a dit attention de dire des choses qui ne sont pas politiquement correctes, attention, des choses comme ça. Mais dire la vérité, alors ensuite, ça peut être philosophique, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est quelque chose de très compliqué. On ne sait pas faire ça sur les LLM encore aujourd'hui. Donc il faut toujours qu'il y ait un expert à côté. Dans les applications importantes, il faut toujours qu'il y ait un expert à côté pour vérifier. Donc il y a tout ce processus d'évaluation aussi qui est fondamental, qui sont des enjeux extrêmement complexes du futur de l'IA, de est-ce qu'on va réussir à faire une IA, à garder l'innovation, tout en respectant ce cadre de régulation qui est assez fort en Europe, mais je pense, alors chacun a ses opinions, moi je pense pour le meilleur, mais on peut imaginer aussi que c'est pour le pire, il y a le risque de tuer l'innovation. Voilà. Ça c'est un petit préambule parce que je pense que c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Alors maintenant, si on parle effectivement futur de l'IA, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la médecine de précision. Alors, je ne suis peut-être pas le mieux ici, le plus apte à en parler, mais comme on n'en a pas parlé, je vais me permettre, il ne faudra pas hésiter de me corriger, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus spécialistes, même Jean-Emmanuel, je pense que tu saurais mieux en parler que moi. Mais bon, médecine de précision ou médecine personnalisée, c'est quoi? C'est de dire essentiellement, on ne va pas donner un traitement, on ne va pas faire suivre à un patient un parcours patient de soins générique sur la pathologie qu'il a, mais on va essayer de s'adapter au mieux
à ce qu'il caractérise et à ce qu'il est réellement. Donc il y a des applications déjà aujourd'hui en oncologie où on va regarder effectivement pas juste est-ce que c'est un cancer du sein ou est-ce que c'est un cancer de la prostate et donner une posologie d'un certain traitement, mais d'aller regarder effectivement quelles sont les caractéristiques de la tumeur, etc. Mais l'idée, c'est aussi de regarder d'autres données. Et là, l'IA aussi, on attend l'IA un peu au tournant là-dessus, qui est qu'elle devrait être capable d'intégrer ce qu'on appelle les données multimodales. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas regarder qu'un seul type de données. Ça, c'est un des vrais enjeux de l'IA. Ça a commencé, hein, mais c'est ce qu'on attend des promesses de l'IA. On ne va pas regarder que certains types de données, mais on va pouvoir regarder de l'imagerie, du texte, des analyses biologiques, des parcours de soins, et mettre tout ça en entrée d'une IA pour produire effectivement un résultat. Et ça, c'est une des promesses, cette multimodalité, c'est une des promesses de l'IA. Dans l'IA générative, on la voit déjà un petit peu, hein, puisqu'il y a déjà des modèles génératifs qui font du texte et de l'image. Mais on aimerait avoir aussi une IA générative qui soit capable de faire du texte, de l'image, alors de santé, de la génomique et du parcours de soins. Pour pouvoir justement, on en a parlé plusieurs fois, j'en ai parlé, ça a été repris, hein, je vous ai dit, une des applications fondamentales et dans le futur de cette IA générative, c'est la génération de la donnée, de nouvelles données pour de l'IA. C'est vraiment fondamental. Donc on veut pouvoir générer tout un parcours de soins d'un patient avec toutes ces données génomiques, etc., avec des applications fondamentales. Je pense que vous allez certainement en parler, mais je peux juste évoquer tout ce qui est bras synthétique, notamment, donc dans les phases 3 d'essais cliniques, où en fait, on va faire des cohortes virtuelles de patients. Ça commence, c'est balbutiant aujourd'hui. En Europe, ça n'existe pas vraiment encore. Aux États-Unis, ça y est, je crois qu'il y a une molécule qui est... Enfin, je crois qu'il y a déjà des molécules qui sont allées sur le marché avec ce qu'on appelle des bras synthétiques. Donc, c'est quoi? Il y a plein de variations. Je donne juste un exemple extrêmement rapide. Un patient, on va lui donner, vous savez le principe, hein, on teste un médicament, donc on va lui donner un certain médicament et on va voir comment la pathologie va évoluer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce patient, tout son parcours, et on va lui dire comment son parcours, comment par exemple la croissance de la tumeur évoluerait si on ne donnait pas cette molécule et si on gardait toutes choses égales par ailleurs. Et là, on va faire le parcours patient. Et donc c'est un patient virtuel parce qu'il n'aura pas existé, donc ça c'est une sorte de génération de patients virtuels qu'on va comparer à ce patient qui a réellement pris la molécule. Donc là c'est typiquement, c'est ce genre de choses qui sont développées dans la recherche d'essais cliniques et a priori tout laisse à croire que c'est quelque chose qui va vraiment prendre de plus en plus de place. Je ne veux pas voler les réponses de d'autres personnes, mais c'est sûr que l'aide pour libérer du temps soignant, mais ça je pense qu'Alexandre va en parler encore, c'est fondamental et ça c'est quelque chose qui va aussi exploser. Moi j'avais parlé de cas d'usage, notamment sur le codage DIM, qui est quelque chose de très très important, mais il y a plein d'autres cas d'usage, donc ça je pense qu'on attend aussi ça. Je pourrais parler surveillance. Donc là, nous, on a accompagné un projet avec une start-up qui s'appelle Implicity, qui récolte des données de pacemaker et qui fait des plateformes de surveillance de données de pacemaker. Et là, grâce à des travaux qu'ils ont réalisés notamment sur la plateforme du Hub, ils ont réussi à faire un algorithme de deep learning qui est capable d'évaluer le risque de complications cardiaques d'un individu et donc potentiellement de prévenir l'individu, de dire attention, il y a quelque chose qui va se passer, il faut vite que tu te rendes à l'hôpital. Et puis, je terminerai peut-être par tout ce qui est aussi ces surveillances, mais c'est pharmacovigilance, on va dire, ou pharmacosurveillance. Donc ça, il y a des médicaments qui sont aujourd'hui sur le marché qui certainement ont des effets secondaires néfastes et on n'est pas forcément au courant de tous les effets secondaires. Aujourd'hui, quand on essaye de regarder ça, il y a eu des cas célèbres dernièrement, que vous connaissez, je pense, tous par cœur. Quand on veut regarder ce genre de choses, on pose une question précise. Est-ce que tel médicament a tel effet sur les patients, et on a des modèles qui ne sont pas de l'IA, mais qui sont vraiment à l'état de l'art aujourd'hui pour répondre à cette question, c'est des analyses de survie. Le problème, c'est qu'on doit poser une question précise sur un médicament à un effet secondaire. Là, il y a pas mal de recherches en IA aujourd'hui là-dessus, on n'y est pas, mais où l'idée, c'est de faire une sorte de screening, c'est-à-dire qu'on met plein de médicaments, plein d'effets secondaires, même on demande à l'IA de trouver son effet secondaire, on ne dit pas ce que c'est, et l'IA sera là pour dire « Attention, j'ai remarqué, je pense qu'il faut regarder de plus près ce médicament avec tel effet secondaire et ce médicament avec tel effet secondaire. » Et là, on fera tourner des choses qui sont à l'état de l'art pour effectivement voir s'il y a quelque chose. Voilà. Et je pense que ça, c'est aussi un bon exemple pour dire qu'il faut rester humble. Ce n'est pas l'IA qui va tout faire. Je vous dis que si on fait la révolution de la santé, il y a plein de choses à faire où il n'y a pas d'IA. Énormément de choses à faire où il n'y a pas d'IA. Il y a plein de choses à faire avec de l'IA qui existe déjà sur étagère, et évidemment, il y a des choses à faire avec de l'IA, de la nouvelle IA, comme l'IA générative, qui arrive chez nous. Mais par exemple, sur la pharmacosurveillance, vigilance dont je parlais,
l'état de l'art aujourd'hui, ça reste toujours de l'analyse de survie quand on pose une question, et ça n'a pas été remplacé par l'IA, et personne n'imagine que ça sera remplacé par de l'IA. Merci Emmanuel, vous répondez parfaitement à cette question des futures applications. Alors Reda, vous avez également évoqué tout à l'heure déjà des premières applications. Est-ce que pour compléter le propos, vous voyez d'autres applications importantes dans le futur avec l'IA? Alors écoutez, les applications vont venir, moi je dirais surtout au niveau des partenariats. C'est grâce aux partenariats qu'on va trouver. Il y a des applications partout, je peux vous donner des exemples, mais moi je souhaiterais passer par les partenariats pour répondre à votre question. C'est un point stratégiquement très, très important aujourd'hui quand on parle de partenariat. Pourquoi? Parce que dans le monde où on vit, on ne peut pas tout faire tout seul. On n'a pas le monopole quelque part sur l'innovation. L'innovation est partout. Et d'ailleurs, un exemple là-dessus, c'est l'exemple vivant qu'on connaît tous, c'est l'exemple du travail qu'on a fait avec la société BioNTech. BioNTech est une petite société qui est basée à Heidelberg. C'est un couple d'origine turque d'ailleurs, toute la société de 15 personnes. Et on a réussi, mais ils avaient une connaissance très fine au niveau de la recherche préclinique sur l'ARN messager. Et on a travaillé avec eux et grâce à tout le travail et le co-développement qu'on a effectué avec cette société, on a réussi à développer le vaccin contre le Covid, le Comirnaty. Et moi, je crois qu'on a, grâce à l'IA et grâce aussi à tous ces partenariats, on pourra tous ensemble, je crois, j'espère que la prochaine, je dirais que la prochaine BioNTech soit en France. Ça, c'est vraiment notre objectif là-dessus. Ça serait magnifique, n'est-ce pas? Bon. Je vous parlais de l'IA et des partenariats. Écoutez, on s'est rendu compte, il y a 10 ans, quand on regardait les molécules qui étaient issues des centres de recherche, 6 molécules sur 10, voire même 7 sur 10 il y a 10 ans, émanaient des grosses sociétés, des gros centres de recherche, ce qu'on appelle le Big Pharma. Ces 5 dernières années, 60% des nouvelles molécules, des nouvelles plateformes technologiques, etc., émanent d'ailleurs de, je dirais, des biotech et des partenariats avec des biotech. C'est pour ça que c'est très important de continuer à enrichir cet écosystème, mais surtout à investir là-dedans. Très important d'investir là-dedans. Un exemple par rapport au partenariat et surtout l'IA, c'est le partenariat que nous avons effectué en France avec Biolab Hôtel-Dieu. Nous avons clôturé en décembre ce qu'on appelle la phase de Golden Ticket pour offrir 1 an de résidence gratuite dans cet écosystème, qui est un écosystème quand même très favorable à la recherche, pour des startups en recherche, pour la recherche innovante. Je dirais que 50%, plus de la moitié d'ailleurs, de ces startups utilisaient l'intelligence artificielle. Maintenant, j'ai entendu parler, il y avait là une question, c'était par rapport à tout ce qui est prédiagnostic, etc. J'aimerais vraiment vous donner un exemple, l'utilisation de l'IA dans le diagnostic pour améliorer le diagnostic dans la phase très précoce des maladies. Alors, un exemple au niveau des maladies rares. Vous savez, au niveau des maladies rares, vous avez une errance thérapeutique qui peut durer quelque part entre 5 et 8 ans. La moyenne en Europe est de 7 ans. On est un peu mieux en France, on est autour de 5 ans. Et le souci, c'est comme c'est une maladie rare. Aujourd'hui, la définition en Europe, c'est moins de 1 patient sur une population de 2000. Vous avez aussi des maladies ultra rares, c'est-à-dire ça peut arriver à 1 patient sur 10 000, voire 20 000, une population de 20 000. Alors, un exemple, c'est au niveau, pour améliorer le diagnostic, c'est un partenariat que nous avons effectué avec la société Ultramix dans le diagnostic de l'amylose cardiaque, qui est une pathologie quand même qui est assez sérieuse parce que quand un patient déjà démontre des signes cliniques de cette pathologie, l'espérance de vie ne dépasse pas les 3 ans en moyenne. Alors,
on travaille avec Ultramix et l'algorithme qui utilise l'apprentissage profond pour analyser les échographies cardiaques de routine qui ont lieu au niveau de l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on peut détecter la maladie dans les phases très précoces, ce que j'appelle les phases 1, etc., les stades très précoces, et les prendre en charge. Dès le début, on change bien sûr le parcours de la maladie. Alors ça, c'est un exemple sur l'IA et aussi l'utilisation de l'IA dans le diagnostic. Merci Reda d'avoir complété ces applications du futur. On va continuer avec Alexandre. Alors vous avez annoncé, je crois, un beau partenariat, enfin un beau contrat avec un groupe américain. Je vais vous laisser en parler. Et donc derrière le futur, moi je vous parle aussi entre entrepreneurs, c'est comment en fait ces innovations, on parle du futur, mais comment elles peuvent être diffusées. Est-ce que la voie c'est uniquement l'international ou on peut le diffuser aussi en France ? Très bonne question. Donc oui, nous on a assez vite en fait eu la chance de travailler avec le groupe Kaiser Permanente en Californie, qui est un des plus gros fournisseurs de soins aux États-Unis. Donc on a 10 000 médecins dans le nord de Californie qui utilisent notre solution et c'était notre premier client aux US quasiment. Donc on est passé de petits cabinets de 10 médecins à 10 000 d'un coup, donc on a quand même eu de la chance. Ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, d'abord, le système de santé français est le meilleur du monde et essayons de ne pas le perdre. Et pour tous les gens comme moi qui ont vécu à l'étranger, je crois que vous savez que c'est horrible, notamment aux États-Unis, dès qu'on en sort, on se rend compte de la chance qu'on a. Donc aux États-Unis, très peu de gens bénéficient vraiment de soins, mais ceux qui... Voilà. Donc je ne veux pas faire la pub du système américain, mais il y a un avantage pour l'innovation, c'est que comme c'est privé, en fait, vous avez un groupe comme Kaiser qui est à la fois l'assureur et donc qui joue le rôle de la Sécu. Il n'y a pas de Sécu aux US sauf exception. Et ils ont les hôpitaux, les médecins. Donc en fait, quand vous êtes couvert par Kaiser, c'est votre assureur santé et ils s'occupent de tout. Donc ils ont un vrai intérêt long terme sur la prévention, pour éviter des soins plus tard, à bien s'occuper de vous et à faire tout ce qu'il faut. Ils ne sont pas payés à l'acte. En fait, les médecins sont salariés et la société Kaiser, qui est votre assureur, a complètement intérêt, ce qui n'est pas le cas en France, même avec les mutuelles, puisque dès que vous passez en affection longue durée ou que c'est une maladie grave, en fait, c'est la sécurité sociale qui prend, ce n'est pas la mutuelle. Donc la mutuelle n'a pas vraiment d'incentive à votre santé à long terme. C'est un peu cynique de le dire, mais c'est la vérité. Donc aux États-Unis, si vous avez une solution innovante en tant que start-up, vous pouvez aller voir des gens, des groupes privés. Et si votre solution, en fait, vous arrivez à démontrer qu'elle leur fait gagner de l'argent ou qu'elle marche pour les patients, ils peuvent la choisir et la mettre en œuvre très vite pour 10 000 médecins en quelques semaines. Donc ce qui est possible, puisqu'on a des micro-univers privés qui prennent leurs décisions eux-mêmes et qui ont un intérêt direct à le faire. Alors ça peut être aussi un employeur. Les employeurs aux États-Unis en général sont assurés eux-mêmes, c'est-à-dire que même une boîte de 200 employés, c'est elle qui rembourse directement les soins et qui va choisir un partenariat avec un hôpital, par exemple, pour s'occuper de ses employés, et c'est la boîte qui paye à la fin du mois. Ce qui paraît complètement fou vu de France. Mais donc, même un employeur comme ça, donc, qui peut être une start-up eux-mêmes et qui décide très vite et qui aime les innovations, s'ils pensent que vous avez une solution, par exemple, pour gérer les diabétiques qui marche bien, rien ne les empêche de dire « mes employés diabétiques vont utiliser ça ». Parce que le retour sur investissement est là et les patients sont contents, donc ça marche, on va le choisir. Donc en fait, il y a des business models pour les innovateurs qui fonctionnent à petite échelle, qui permettent de mettre le pied à l'étrier. Voilà. Alors que ici, la beauté de notre système en fait aussi sa résistance à l'innovation, puisque finalement, il y a beaucoup de cas où on n'a pas du tout de business model en tant que start-up. À la fin, c'est l'État qui paye. Et donc, vous avez des patients d'un côté qui n'ont jamais rien payé et qui sont très réticents à commencer à le faire. Les fournisseurs de soins, les hôpitaux, etc., qui ont déjà des budgets très compliqués, qui sont déjà débordés, qui ont d'autres problèmes à gérer, donc peu enclins à sortir de l'argent quand ils en ont. Et puis, sinon, il y a l'État. Bon, voilà, il faut venir avec 3 ans d'historique, 4 ans, du lobbying, et tout ça, ça coûte extrêmement cher, et une start-up ne peut pas se permettre de survivre jusqu'à là. Donc en fait, on est un peu bloqué dans la plupart des cas, et c'est un peu dommage. Donc, dans notre cas, nous, on a fait le choix de commencer par les États-Unis, même si on a beaucoup d'utilisateurs en France, etc., mais on n'a pas de revenus en France, en fait, pour l'instant. Donc on a fait le choix de passer par les États-Unis, de construire des preuves, et en fait, plus on travaille avec les États-Unis, plus ça motive
Donc on travaille avec la PHP, etc. Mais on est passé par là. Mais c'est compliqué à cause du système. Voilà. On va sûrement en reparler, Alexandre, dans une autre thématique. Donc l'atelier qui nous attend dans quelques minutes, toujours ici à la Master Stage, sur la télésurveillance, avec notamment le regard sur le DIGA, donc en Allemagne, qui sera aussi intéressant. On va finir avec Armand et avec Olivier. Armand, lorsqu'on a préparé cette table ronde, forcément, vous avez le profil d'ingénieur, mais vous avez été très focalisé sur l'impact en fait, pour le patient, et que c'était vraiment ce qui vous animait dans votre métier. Donc voilà, quand on parle de futur, c'est quoi le futur pour le patient grâce à l'IA? Alors, je peux peut-être commencer à répondre à cette question en reprenant aussi la question qui avait été évoquée tout à l'heure sur est-ce qu'il existe des choses en médecine préventive. Donc là, c'est très lié à ce que le professeur Bakri expliquait tout à l'heure avec le pacemaker, où on est capable de détecter s'il va y avoir un accident cardiaque qui va se produire. Si on porte un pacemaker, c'est qu'on est déjà sujet à des pathologies cardiaques. On pourrait très bien penser, dans le cadre d'une médecine vraiment préventive, à une montre connectée que vous pouvez porter sans particulièrement avoir de pathologie, a priori. Et cette montre va en permanence analyser votre rythme cardiaque et peut détecter des motifs qui potentiellement peuvent évoquer une pathologie. Toujours en lien avec ce qu'a dit le professeur Bakri quand il parlait de l'hétérogénéité des tumeurs, moi je pense qu'un grand point de l'intelligence artificielle générative, c'est le côté vraiment spécifique aux patients et une personnalisation des traitements. Donc, par exemple, moi je travaille actuellement au sein d'une unité de recherche et développement qui a été créée il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Interventional Oncology, donc c'est oncologie interventionnelle. Et cette entité, elle est à cheval entre la branche pharmaceutique de Johnson & Johnson et sa branche MedTech, des dispositifs médicaux. Et donc on travaille sur une nouvelle thérapie contre le cancer qui consisterait à injecter directement à l'intérieur des tumeurs des agents thérapeutiques. Et donc, avec ça vient la question qu'évoquait le professeur Bakri tout à l'heure de la complexité d'une tumeur. En fonction de sa localisation, si on parle d'une tumeur dans la cavité buccale ou dans le poumon, par exemple, l'environnement est déjà extrêmement différent. Donc, c'est à prendre en compte. Le milieu aérien du poumon peut avoir des effets particuliers sur la biodispersion de cet agent. La nature des tissus, ces deux tumeurs que j'ai évoquées, sont très très différentes aussi en termes de structure physique. La porosité va être différente peut-être. Et le stade d'avancement de la maladie également va vraiment avoir un impact fort sur les caractéristiques physiques de cette tumeur. Donc, tous ces éléments qui rendent le problème extrêmement compliqué lorsqu'on veut effectuer ce type de thérapie, eh bien, on peut... Aujourd'hui, bien sûr, il existe des lois de mécanique des fluides et des équations de transport qui peuvent nous donner des informations sur la manière dont un fluide va se propager dans un milieu. Le problème, c'est que c'est déjà extrêmement compliqué à résoudre numériquement aujourd'hui, ces équations. Et en plus, dans un contexte avec autant de variabilité, à mettre en œuvre, c'est extrêmement coûteux en ressources humaines et financières. L'intelligence artificielle générative, elle permet de pouvoir, je pense, accélérer et offrir des solutions extrêmement intéressantes dans ce type de thérapie. Merci Armand. Et Olivier, on va finir avec vous. Le mot de la conclusion avant que Jean-Emmanuel prenne les dernières questions. Donc Olivier, pour vous, avec tout ce que vous avez présenté en termes d'IA générative, enfin, l'ambition que vous avez portée avec votre application, quelles sont pour vous les applications du futur que vous pourriez dessiner au sein de la Poste Santé Autonomie et vos partenaires que vous avez cités? Alors, déjà, Jérôme, je pense qu'à court terme, on surestime l'impact réel en fait, de l'IA générative, tant les barrières que l'on a à lever en fait, sont importantes, on en a parlé en fait, autour de la réglementation, de l'apprentissage des moteurs, de l'accès à la donnée, etc. On a encore beaucoup de choses à faire pour que tout ça soit une réalité dans le quotidien des médecins. Donc, je pense qu'on surestime à court terme. En revanche, je pense qu'on sous-estime à long terme en fait, le bénéfice que l'on va vraiment avoir, parce qu'à chaque fois que l'on échange avec des médecins sur ce qu'on a commencé à faire, qui est juste une preuve de concept, les idées foisonnent en fait, dans l'esprit des praticiens sur l'usage qu'ils pourraient faire de ce type d'IA générative.
Les premiers exemples que l'on a montrés, c'est typiquement, toujours pour notre patient qui est en parcours de cancéro, on a fait digérer en fait, à notre moteur d'IA la base d'essais cliniques de l'INCA. On a tout simplement posé la question au moteur de nous faire la corrélation entre des essais cliniques qui sont potentiellement disponibles dans cette base de données de l'INCA et la compréhension du cas patient. Et le moteur répond. Et l'analyse médicale qu'on a pu en faire en fait, par un médecin, c'est que les réponses sont cohérentes par rapport aux informations que l'on a. Ça, c'est un premier exemple. La véracité, effectivement, il faudra qu'on travaille sur la preuve sur le long terme de ce type de modèle, mais ça, c'est un premier exemple que l'on peut avoir. Je ne reviens pas sur les exemples de comptes rendus qui sont énormes en fait, à l'hôpital, et notamment les comptes rendus de liaison, les comptes rendus d'hospitalisation qui peuvent être générés. Une clé de l'usage va être aussi le fait que ces moteurs d'IA générative ou ces solutions d'IA générative puissent facilement s'intégrer aussi dans les outils quotidiens des médecins, que ce soit les LGC en cabinet de ville, voire dans les dossiers patients informatisés dans l'hôpital. On a parlé aussi de la prévention, on a échangé aussi avec certains usages sur le fait de pouvoir analyser l'environnement global d'un patient et voir les activités de prévention que l'on pouvait appliquer à ce patient-là par rapport à un contexte global. En fait. Voilà, les usages sont immenses. Chaque fois qu'on rencontre un médecin, on a des usages potentiellement qui viennent s'ajouter, donc l'avenir est assez extraordinaire, mais plutôt à moyen ou long terme. Merci Olivier et merci à vous toutes et tous. Jean-Emmanuel, le mot de la conclusion peut-être avec les questions et puis bon, par rapport à votre expertise, ne pas hésiter à apporter un mot de conclusion sur ce potentiel. Alors, on a quelques petites questions. Alors, on va alors, il nous reste 5 minutes. Très rapidement. Quelle est la différence entre LLM et Transformer? Ça, c'est une question technique. Alexandre. Vas-y. En fait, un LLM, c'est large langage de modèle, et une des manières de les faire, c'est d'utiliser les transformers. Il y en a d'autres, mais c'est la meilleure connue actuellement. Non, et pour compléter, en fait, chaque fois qu'on parlait d'LLM, on parlait souvent en fait, de LLM génératif. Et en fait, il y a un autre type de LLM qui existe aussi, qui sont, alors dans le domaine de la santé, c'est beaucoup utilisé, c'est les modèles de type BERT, qui ne sont pas génératifs, mais qui sont aussi qui sont beaucoup plus petits. C'est des modèles, enfin, beaucoup plus petits, on parle quand même de centaines de millions de paramètres, ce n'est pas non plus minuscule, mais on n'est pas sur des dizaines de milliards, et qui sont quand même aussi très performants, notamment sur de la structuration de comptes rendus médicaux et ce genre de choses. Ça peut être peut-être plus performant qu'un GPT, mais ça ne fait pas de la génération. Et c'est basé sur les transformers. Et les deux sont basés sur des transformers. Absolument. Dans GPT, le T, c'est... Voilà. Et juste, Transformer, du coup, c'est le nom de l'architecture du réseau de neurones utilisé. Donc c'est vraiment Voilà, il y a un papier, en fait, ça a été inventé par Google, c'est un papier fondateur où ils ont commencé, ils ont inventé une nouvelle structure, une nouvelle architecture d'IA et qui a connu le succès que l'on sait aujourd'hui. Ça lance peut-être l'idée d'un atelier ingénieur pour l'année prochaine. Merci de vos contributions. Très bien, donc on a une deuxième question, plus orientée sur les données. Qui sera chargé d'exploiter les données stockées dans les fûts? Ça, c'est une grande question. Quels seront les moyens mis en œuvre pour cela dans nos fûts? On peut peut-être déjà voir avec... Oui, alors les CHU généralement sont dotés déjà de professionnels compétents, mais c'est là que, en fait, effectivement, Jérôme évoquait tout à l'heure des partenariats, notamment celui qu'on a pu nouer à Lyon, et je sais qu'il en est de même à Paris, avec INRIA par exemple, et l'université Claude Bernard Lyon 1, et au-delà, effectivement, des clusters. Donc, en fait, modulo des adaptations en termes de capacité à exploiter les données. Et là, il va falloir travailler l'ingéniosité pour développer des modèles, des algorithmes qui puissent tourner. Il y a de toute façon des professionnels compétents. Et en termes de moyens, en fait, il y a eu un appel à projet, la nationale entrepôt de données de santé. Donc ça fait partie des moyens. Et sinon, en fait, il y a aussi des moyens qui sont pris sur les fonds de l'hôpital, un peu sur un mode R&D, quoi, finalement. Allez, une dernière question pour conclure. Petite dernière pour conclure, un peu plus prospectif. Comment voyez-vous l'intégration des solutions utilisant l'IA en pratique quotidienne en France? On a parlé un petit peu ce matin de la différence entre la théorie et la pratique, qui souvent est assez large. Alors, qui veut se mouiller un petit peu sur cette thématique-là? Oui. Allez. Moi, je pense que trop d'intégration tue l'intégration, et que le mieux est l'ennemi du bien. Et souvent, on voit des projets qui veulent être parfaitement intégrés à tout dès le début, etc. Et que c'est tellement lourd, il y a tellement de partenaires que finalement rien ne se passe.
Donc je pense qu'il faut savoir designer les systèmes qui peuvent démarrer sur un téléphone pour un utilisateur qui déjà fait ses preuves et qui va justifier les efforts d'intégration. Donc il ne faut pas aller trop vite, je pense. C'est vrai que ce qu'on voit, parce qu'on parlait ce matin des solutions qui existent déjà, celles qui existent déjà et qui sont utilisées sont en fait des modules qu'on peut facilement réintégrer, ou d'ailleurs pas intégrer en fait, qui se mettent comme ça très facilement. Donc en radiothérapie, c'est exactement ce qu'on a par exemple. Merci pour cette réponse. Merci Jean-Emmanuel pour la co-animation. Merci encore à vous tous pour vos interventions et votre écoute et votre participation. Je pense qu'on peut les applaudir.